presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposé par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Expérience Client de Biarritz. Nous sommes le 23 août, c'est la reprise pour beaucoup d'entre nous. Alors voici les 5 articles au sommaire cette semaine. Les JO boostent les ventes en ligne des marques de sport, à lire sur e-commerce mag. Les prix en grande distribution ont baissé en août pour la 4e fois d'affilée, à lire sur BFM TV. Vinted, Vestiaire Collective et les autres, qui seront les futurs leaders de la mode de seconde main, à lire sur Fashion United. Zalando affiche des résultats solides au deuxième trimestre 2024, à lire sur e-commerce mag. Et enfin, les 5 leviers de la Fnac pour attirer les clients en magasin, à lire sur République Retail. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Je vous souhaite donc une bonne écoute, en plus d'une bonne reprise, évidemment, toujours sans coupure. Les JO boostent les ventes en ligne des marques de sport, à lire sur e-commercemag.fr en date du 20 août. Les grandes gagnantes des JO sont les marques de sport. Selon SimilarWeb, ces e-commerçants spécialisés ont vu leurs ventes et leur trafic bondir dès la cérémonie d'ouverture, notamment grâce à leur sponsorisation. Si les Jeux Olympiques semblent avoir augmenté les dépenses dans les commerces de proximité et les établissements de restauration, selon les premières données récoltées par Visa, l'entreprise de technologie de l'information SimilarWeb dévoile que l'événement sportif a eu un impact positif sur les ventes en ligne. L'analyse révèle une augmentation significative des recherches liées aux JO, ainsi que des conversions d'achats sur le web pour les marques de sport durant la compétition. Par ailleurs, les ventes en ligne globales pour les articles de sport ont augmenté de 33% pendant la période olympique. Les grands gagnants, les marques telles que Nike, Oka, Athleta, JK Elite, ont observé une hausse de leur conversion d'achat en ligne durant les Jeux Olympiques, en particulier la première qui a enregistré une augmentation de 69% des visites sur son site web pendant cette période, notamment grâce à ses contrats de sponsoring avec des athlètes renommés comme LeBron James, Simone Biles ou encore Kobe Bryant. Les ventes de Nike ont aussi grimpé en flèche le 31 juillet avec un nombre de visites ayant culminé à 2 millions après que Simone Biles a décroché sa 7e médaille d'or olympique. 86 900 de ses visiteurs sont allés jusqu'au bout du parcours d'achat en ligne. De son côté, le fabricant Justocor JK Elite a bénéficié de l'augmentation de la plus importante avec une hausse de 75% de son trafic en une semaine, également porté par son athlète star Simone Biles. Quant à la marque de chaussures de course Oka, elle a doublé ses conversions le jour de la cérémonie d'ouverture par rapport au vendredi précédent. Le pouvoir des mots-clés de manière globale, les recherches de mots-clés associés aux Jeux Olympiques ont considérablement augmenté, redirigeant un grand nombre de visiteurs vers les sites web des sponsors. Selon SimilarWeb, c'est en partie car les consommateurs sont de plus en plus enclins à acheter des produits qu'ils associent aux performances des athlètes olympiques. Cela inclut les chaussures de sport. Les recherches pour Olympic Running Shoes ont bondi de 120% pendant les JO, mais aussi les vêtements et autres accessoires liés aux disciplines olympiques. La marque Nike a profité de mots-clés en paid search, puisque le terme Nike Team USA a généré à lui seul environ 2500 clics. Même constat pour GK Elite et les recherches telles que équipe de gymnastique féminine ou encore Justocor de Simone Biles. Ont baissé en août pour la
4e fois d'affilée à lire sur BFM Business en date du 22 août. Mesurée à moins 0,9 par Circana, l'inflation des produits de grande consommation était de nouveau négative en août, mais le rythme de déflation semble ralentir. La déflation se poursuit en grande distribution selon les données de Circana dévoilées par LSA. Les prix des produits de grande consommation ont de nouveau reculé sur le mois d'août de 0,9% en moyenne sur un an. C'est le 4e mois consécutif de baisse mesuré par le panéliste. La déflation avait démarré en mai avec un léger recul de 0,1% des prix et s'est accéléré depuis avec moins 0,4% en juin et moins 0,9% en juillet et donc en août. Une baisse qui concerne tous les types de marques mais qui est un peu plus forte sur les marques nationales que sur les marques distributeurs. Et ce sont une fois de plus les produits d'entretien et d'hygiène qui tirent les prix vers le bas avec une baisse moyenne constatée de 2,7% devant les produits frais à moins 1,5%. Les tarifs de l'épicerie et des boissons sont de leur côté restés quasiment stables en août. Parmi les plus fortes baisses, on peut ainsi citer les assouplissants, moins 5,1%, les lessives, presque moins 6%, les gels douche, pareil, presque moins 6%. Côté alimentaire, c'est le jambon de volaille, moins 6,6%, et les desserts surgelés qui voient leur prix le plus fortement reculer. Le gros de la déflation est passé. Des bonnes nouvelles pour le porte-monnaie, même si les tarifs restent en moyenne toujours plus élevés qu'avant la poussée inflationniste. L'inflation sur 2 ans a reculé de 10 points par rapport à l'année dernière et de près de 5 points depuis mai, mais reste tout de même à 11,3%. Par ailleurs, le rythme mensuel des baisses de produits semble décroître avec une déflation mesurée à 0,1% en août par rapport à juillet, ce qui pourrait laisser penser que le gros de la baisse des prix est déjà passé, d'autant que certains produits, principalement dans l'épicerie, continuent d'augmenter dans un contexte de tension forte sur les matières premières. En août, Circana a ainsi mesuré de fortes hausses annuelles sur le maïs en conserve, les tablettes de chocolat ou encore et toujours les huiles. Les autres, qui seront les futurs leaders de la mode de seconde main à lire sur fashionunited.fr en date du 19 août. En 2024, pour acheter en ligne des articles de mode de seconde main, le consommateur français se rend généralement sur les applications leaders du marché, Vinted et Vestiaire Collective, sur celles de spécialistes comme Imparfaite ou clique sur les interfaces seconde main des marques et enseignes de mode classique. Mais dans quelques années, à quoi ressemblera ce paysage fragmenté ? Car les entreprises avancent leurs pions et le jeu évoluant, les acteurs d'aujourd'hui pourraient bien avoir un autre visage demain. Vinted et sa concurrence. La plateforme Vinted occupe actuellement une place prédominante sur le marché de la revente de produits de mode, mais va-t-elle la conserver ? En termes de résultats, elle est sur la bonne voie. En 2023, l'entreprise est devenue bénéficiaire pour la première fois, mais le chemin est loin d'être tout tracé car l'entreprise présente encore des failles qu'il va falloir combler, notamment en ce qui concerne la transparence de la gestion des données. La société a en effet écopé d'une amende de 2,3 millions d'euros en juillet 2024 en raison de plusieurs manquements visant les utilisateurs de la plateforme. D'autre part, la concurrence devient de plus en plus rude, avec notamment le lancement en France de la marque d'ultra fast fashion Shein sur le marché de la seconde main cette année et celui en 2023 du géant Zara. Ces nouveaux venus pourraient en partie expliquer ce qui a poussé Vinted à se déployer en dehors du segment de la fast fashion. Ce site web ne permet toutefois que la revente de produits achetés sur Shein. Car si les listes interminables de vêtements à vendre sur Vinted concernent encore majoritairement des articles issus de la mode bas de gamme ou milieu de gamme, cela pourrait bien changer puisque l'entreprise lituanienne s'est récemment positionnée sur le secteur du luxe. Au printemps, l'entreprise avait ainsi annoncé que parmi les objets les plus chers vendus sur sa plateforme figuraient le sac Kelly d'Hermès, la Rolex Datejust et le sac Chanel classique Araba. Pour le moment, son nom n'est pas encore associé aux articles haut de gamme, mais cela
pourrait changer. Toutefois, sur ce terrain, la plateforme française Vestiaire Collective est bien installée et devrait rester dominante. Elle compte parmi ses investisseurs les groupes Kering et Condé Nast. En 2024, la société a étendu sa collaboration avec Mytheresa, site d'e-commerce dédié au luxe, et demeure un partenaire phare des grands noms du luxe. La société compte d'ailleurs renforcer sa présence aux USA. Le bureau du PDG Maximilian Bittner a également été transféré à New York et une nouvelle équipe a été formée sur place. Autre acteur avec lequel il faudra compter, le géant Amazon, en s'associant au début de l'année à la société britannique de revente d'articles de créateurs Hardly Ever Worn It. L'entreprise américaine a fait son entrée dans le secteur de la mode d'occasion sur le marché européen. Mais pour imaginer les futurs acteurs de la seconde main en Europe, il faut également se tourner vers ceux qui fleurissent à l'étranger. Aux États-Unis, Poshmark, plateforme leader de revente de vêtements second-hand, a été racheté en 2023 par la société sud-coréenne Nevercorp, laquelle a révélé dans un communiqué son intention de créer un acteur mondial du revente de mode en ligne. Son arrivée prochaine sur le marché français est donc tout à fait probable. Les acteurs B2B qui feront bouger les lignes. Pour les enseignes dites classiques, type Sandro, Belle Rose, Aigle, etc., la seconde main est l'une des solutions majeures afin d'assurer leur transition vers une économie circulaire et plus précisément vers la réduction de l'empreinte carbone. Mais leur entrée sur le marché nécessite un savoir-faire qui doit bien souvent venir d'une entreprise externe. C'est pourquoi depuis quelques années, un nombre croissant de startups B2B se déploie dans l'industrie. Refluent fait partie de celles qui s'imposent, avec lesquelles il faudra compter et continue à compter. L'entreprise propose la prise en charge de la vente de produits de seconde main pour Balenciaga et COS, entre autres. Présent au sein de l'incubateur La Maison des Startups LVMH à Station F, Refluent va participer à l'accélération de la mode d'occasion grâce à son récent partenariat avec l'entreprise de transport et de logistique DHL. En améliorant les capacités logistiques, cet accord pourrait permettre à Refluent de traiter un plus grand nombre de transactions, augmentant ainsi le volume global de vêtements d'occasion sur le marché. Citons également Lizzie, créé en 2019, éditeur français de logiciels dédié à la location et la mode de seconde main. Elle travaille notamment avec Mage et Decathlon, qui bénéficie de l'aide de l'État en tant que lauréate du concours Innove France 2030. La société a acquis en 2024 la solution de seconde main Friperie, axée sur l'accompagnement des magasins physiques, ce qui devrait lui donner encore un avantage de poids sur le marché français. Autre société française à l'origine d'interfaces dédiées à la seconde main pour le compte de marque, Ami Forever ou Fabienne Chaporilov, par exemple, la société Foam, qui s'est distinguée en épaulant de nombreuses enseignes. Les interfaces de revente créées par les startups dans l'écosystème des marques devraient devenir rentables dans les 2 ou 3 années qui suivent leur mise en place, selon Émeric Deschamps, cofondateur de Foam, interrogé dans le podcast We Do Need to Talk. Pour le dirigeant, l'idée est de remplacer la part du volume de vente réalisé d'ordinaire pour les produits en promotion par des produits de seconde main de la marque. La multiplication des enseignes ayant sauté le pas dans cette direction démontre la crédibilité financière du business model. Au vu du nombre de marques encore susceptibles d'entrer, elles aussi sur le marché de l'occasion, les entreprises Foam, Refluent et Lizzie devraient donc accroître leur portefeuille de clients dans les années à venir. De deuxième trimestre 2024 à lire sur e-commercemag.fr en date du 19 août. Zalando a dévoilé ses résultats pour le deuxième trimestre 2024. L'e-commerçant de mode a accéléré la croissance de ses ventes et augmenté sa rentabilité, notamment grâce à une forte demande dans le secteur du sport. Le détaillant de mode en ligne allemand Zalando a publié ses résultats du deuxième trimestre 2024. Le volume d'affaires de l'entreprise a augmenté de 2,8% pour atteindre les 3,8 milliards d'euros, tandis que les ventes ont enregistré une croissance de 3,4%
atteignant ainsi les 2,6 milliards d'euros. De son côté, l'EBIT ajusté s'est établi à 171 millions d'euros au deuxième trimestre, correspondant à une marge de 6,5%. Selon l'e-commerçant de mode, l'amélioration de la rentabilité est due à une meilleure gestion de ses stocks et à une baisse de ses coûts logistiques. Ces résultats étaient attendus par Zalando, qui avait prévu de renouer avec la croissance en 2024. Pour le reste de l'année, l'enseigne en ligne prévoit une augmentation du GMV et des ventes entre 0 et 5% par rapport à 2023, tout en se concentrant sur son objectif de croissance rentable et d'amélioration de ses marges. Ainsi, l'e-commerçant s'attend à un EBIT ajusté compris entre 380 millions et 450 millions d'euros. Un élargissement de l'activité B2B. Lors du deuxième trimestre 2024, Zalando a élargi son offre lifestyle dans les domaines du sport, du design et de la beauté, mais aussi investi dans les nouvelles offres basées sur l'IA pour rendre l'expérience d'achat plus diversifiée pour ses clients. D'ailleurs, Zalando compte poursuivre sa collaboration avec OpenAI afin d'élaborer davantage de solutions d'IA générative appliquées à l'industrie de la mode. L'objectif de la société est de proposer des offres différentes. Pour Robert Jenst, le PDG de Zalando, nos clients B2C sont enthousiasmés par les nouvelles marques de notre gamme. Ils passent plus de temps avec nos outils et contenus numériques et acceptent très bien nos offres de style de vie croissantes dans les domaines du sport, de la mode et de la beauté. Toujours avec pour objectif la croissance durable, le retailer a également élargi son activité B2B. Ses clients actifs professionnels ont augmenté de 300 000 par rapport au premier trimestre 2024 pour atteindre 49,8 millions. Pour attirer les clients en magasin, à lire sur republicretail.fr en date du 20 août. Mehdi Damani, directeur exploitation de la Fnac, partage la stratégie Drive to Store de l'enseigne qui joue sur de multiples leviers. Voici les grands éléments avec son témoignage à Retail Day. Le groupe Fnac Darty dispose d'un maillage de plus de 800 magasins en France et son directeur général, Enrique Martinez, croit plus que jamais au retail physique. Preuve en est, une annonce a été faite mi-juillet portant sur un projet d'acquisition de l'italien Uniero. Cet ancrage territorial va de pair avec une stratégie Drive to Store qui joue sur plusieurs facettes, le service, les collaborateurs, l'offre, les événements. Revue de détail des différents leviers pour attirer les consommateurs en magasin. 1. L'importance de la marque et du conseil des vendeurs. La Fnac célèbre cette année ses 70 ans et a toujours cultivé sa marque et son positionnement expert sur la technique, s'appuyant sur des conseillers formés aux dernières technologies. Olivier Teul, directeur digital et e-commerce du groupe, qui interviendra aussi au Retail Days, a par exemple annoncé vouloir être la première destination pour les consommateurs qui veulent des renseignements sur l'IA. Nous avons développé des modules de formation au sein de notre académie pour aider nos vendeurs à développer de nouvelles connaissances liées aux nouvelles technologies et services afin d'accompagner nos clients dans leurs usages, détaille Mehdi Damani. C'est un gage de confiance pour les clients et un vrai point différenciant sur le marché. Cette expertise est même mise au service du web avec la création des rendez-vous en visio. Ce service est très plébiscité, assure-t-il. Nous avons réalisé environ 150 000 sur un an. 80% de nos clients sont demandeurs de conseils. Quant au taux de conversion, le directeur botte en touche indiquant qu'ils étaient intéressants. Dans cette logique de conseil, le groupe a créé des nouveaux abonnements, Darty Max, Fnac Vie Digital. Ces deux services permettent d'apporter à nos clients une solution pour les accompagner durablement dans l'usage et la longévité des produits, juge Mehdi Damani. La livraison en 24 heures en magasin. Pour attirer le client en point de vente, le groupe mise sur le web. Cela peut sembler contre-intuitif, mais le groupe pousse à fond le click and collect. Fnac Darty a investi massivement ces dernières années dans sa logistique du dernier kilomètre et affiche une promesse de livraison en 24 heures en point de vente sur plus de 500 000 références, voire même un retrait sous une heure en misant sur les stocks des magasins.
Le web est au service des magasins et inversement, se réjouit Mehdi Damani, directeur exploitation de la Fnac. Nous allons dans le futur rajouter une dimension marketplace avec Weaven. Tout l'enjeu pour la Fnac consiste à gérer ses flux en magasin. L'exercice n'est pas si simple qu'il y paraît car les volumes peuvent être particulièrement importants pendant les fêtes de fin d'année. 3. Le développement de l'offre de seconde main. Les enseignes Fnac et Darty proposent des produits de seconde main pour répondre à la demande de certains consommateurs cherchant des produits d'occasion ou à la recherche d'une offre plus attractive financièrement. Mehdi Damani indique d'ailleurs, la Fnac propose depuis peu un service de reprise de livres sur le web et en magasin, en plus du rachat de produits techniques. La seconde vie est un puissant levier Drive to Store et cela fait en plus le lien avec notre approche de durabilité des produits. 4. La digitalisation et la théâtralisation des magasins. Pour séduire les clients, la Fnac a également mis en place plus de théâtralisation en point de vente. Des partenariats sont noués avec certaines marques pour créer des espaces premium qui laissent plus de place aux expériences. Citons ainsi la bulle acoustique des magasins de Paris Forum des Halles et Bordeaux Sainte-Catherine qui permettent de découvrir des nouveautés des fabricants, comme ça a été récemment le cas avec les fabricants français Cabas et Triangle. Par ailleurs, la Fnac a diminué le nombre de points de contact auprès de ses clients avec une prise en charge des vendeurs plus importante pour l'encaissement en rayon ou le retrait du click and collect. Nos équipes ont été équipées de tablettes en ce sens pour fluidifier les parcours clients et réenchanter l'expérience client, indique le directeur retail. Rappelons, s'il était nécessaire, que l'attente en caisse dans le retail reste encore et toujours l'irritant majeur en magasin. 5. Les événements chez Fnac ou hors les murs. En tant qu'acteur de la culture, l'enseigne joue ainsi à fond la carte des événements dans tous les magasins. La programmation est riche toute l'année et s'adresse parfois uniquement aux clients adhérents. Nos rencontres culturelles avec les artistes et les personnalités sont une vraie singularité, souligne Mehdi Damani, tout comme les prix que nous avons montés, comme le prix BD Fnac France Inter, le concours des lycéens ou encore le prix Roman Fnac. Nous embarquons autant nos équipes que nos clients. Ce sont des atouts intangibles, mais qui ont des effets colossaux sur notre activité. Le groupe a aussi pris le parti de s'exporter en dehors de ses propres magasins pour investir d'autres événements comme le festival Fnac Live Paris avec la mairie de Paris pour s'associer aux fans de musique et concerts, le Paris Game Week pour valoriser sa présence auprès des fans de jeux vidéo ou encore dernièrement Vivatech pour monter son esprit d'innovation. Tout cela est très riche, conclut Mehdi Damani et représente un marqueur essentiel de ce qu'est la Fnac. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.